Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 23 juin 2023. L'actualité nationale avec des sujets variés ce matin. On cite pêle-mêle le coup de gueule des usagers de la route face à la flambée des prix du carburant, de la contrebande et du transport. La sortie médiatique du parti Union progressiste le renouveau qui clash le parti de l'opposition, les démocrates. À cela s'ajoute le sommet de Paris sur le financement du développement et les échos de la phase écrite des épreuves du baccalauréat, session de juin 2023. Asyongbon Kani Asyongbon nous en dira plus dans sa revue de presse tout à l'heure. Et puis, dans nos discussions de ce matin, on évoque un sujet qui a traversé les époques et qui est resté d'actualité jusqu'à présent. Il s'agit de ce phénomène qui consiste à déposséder systématiquement la veuve des biens de son défunt mari. Certains évoquent les raisons culturelles, traditionnelles, ethniques et même coutumières. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de l'ignorance des tests et parfois de la mauvaise foi et de la cupidité de la belle famille de l'épouse. Bref, les causes et les raisons de ces pratiques qui mettent à mal l'ambiance au sein des familles au lendemain du décès du mari varient d'une région à une autre et d'une culture à une autre. Chacun des débatteurs ce matin a sa petite idée et son commentaire sur cette thématique. Vous suivrez tout à l'heure l'analyse et l'opinion de Ghislain Jérôme Dioquin et Koko Arsène Médéouignon dans Iriteria. Est-ce normal de déposséder la veuve des biens de son défunt mari? C'est notre thématique de ce vendredi 23 juin 2023. On fera le débat avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, Iriteria, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On va maintenant à la consultation des gros titres de la presse nationale, à commencer bien entendu par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui s'intéresse à la flambée des prix de l'essence, de la contrebande et du transport. Le pouvoir d'achat s'effrite, le panier de la ménagère en souffrance. Et puis disponibilité de l'énergie électrique au Bénin. 4 nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou. C'est une information à découvrir à la page 2 du quotidien de Ménotin. Sénégal, l'éligibilité de Karim Wade et Khalifat Sall abordée. Macky Sall évoque la présidentielle à Paris. On évolue maintenant avec le matin. Assemblée nationale, la loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets modifiés. Et puis, opération de lotissement et de remembrement du foncier urbain. La liste complète des cabinets de géomètres urbanistes suspendus. Il y a eu un peu de pagaille à ce niveau, nous apprend le matin. Nord-Sud quotidien qui s'intéresse ce matin également au sommet de Paris sur le financement du développement. Encore un tour de passe-passe pour l'Afrique, s'interroge le journal. Et puis, cas d'enlèvement, les conseils du directeur de la sécurité publique à retrouver dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Matin Livre qui parle de désaveu ce matin à sa une. La formule des secrétaires exécutifs dans les mairies porterait ses fruits. Un désaveu pour les maires, titre Matin Libre. Et puis le flou qui persiste malgré tout, en ce qui concerne l'effectivité de l'assurance maladie obligatoire. Il y a du pessimisme dans le secteur privé, nous apprend Matin Libre. Le potentiel qui nous amène à la découverte de la fraude au niveau du ministère de l'économie et des finances. La fraude dans un marché de 60 millions de francs CFA décime l'administration. Le potentiel nous apprend que le DNCMP, Éric Georges Yétognon, voilà, sous mandat de dépôt, son épouse est interpellée hier par la brigade économique et financière et un autre parent en garde à vue. Actuellement, l'affaire a occasionné l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Nouvelle moisson de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Grappin sur 22 Gaïman. C'est à Abomey-Calavi également, à Avrancourt. Le quotidien de service public maintenant, La Nation, financement du développement, Paris sonne le renouveau. Et puis, émission de gaz à effet de serre au Bénin, les tendances suivies de près.
Décryptage info, le Nigeria qui ordonne la réouverture totale du poste frontalier de Sémé. On parle d'importation de véhicules et autres échanges commerciaux. Le voisin nigérien, n'est-ce pas, ordonne la réouverture totale du poste frontalier de Sémé. Et puis accès à l'électricité, la Chine investit 511 milliards de dollars dans les énergies propres en Afrique l'année dernière, l'année 2022. Alors, il y a eu clash entre Union progressiste, le Renouveau et le parti de l'opposition, les démocrates, Assemblée nationale, l'Union progressiste, le Renouveau clash les démocrates. Les raisons sont évoquées dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Et puis, recours contre des membres de la Cour constitutionnelle, les dossiers renvoyés pour rapport. La Nouvelle Tribune, Assemblée nationale, l'Union progressiste, le Renouveau, dans l'ivresse de la majorité mécanique. Quotidien Le Télégramme, dossier troisième mandat du président Patrice Talon à la Cour constitutionnelle. Le rapporteur a suggéré aux conseillers de déclarer que chaque migrant n'a pas violé la Constitution. Et puis Assemblée nationale, 9e législature, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés. Quotidien L'Indépendant, cette fois-ci, troisième mandat de Patrice Talon, Maître Jacques Migan n'a pas violé la loi selon le rapporteur de la Cour constitutionnelle. Et puis face au choc économique et aux impacts liés au changement climatique, le président Patrice Talon est à Paris pour le sommet du nouveau pacte financier mondial. Bénin intelligent pour finir, phase écrite du baccalauréat session unique de l'année 2023, le management réussi du duo Ladécan et du ministre de l'enseignement secondaire Yves Kwaro Chabi. Voilà, on revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité pour évoquer cette actualité bien entendu liée à la flambée des prix de l'essence, de la contrebande, n'est-ce pas, et du transport. Le quotidien de Ménotin qui fait constater que le pouvoir d'achat s'effrite et que le panier de la ménagère est en souffrance. On parle également de disponibilité de l'énergie électrique au Bénin. Il y a eu inauguration de 4 nouvelles sous-stations à Cotonou. Allez, on va voir maintenant le travail de la rédaction tel que ramassé par nos micros et caméras. Ce serait tout à l'heure avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, dans les titres de votre bulletin tout à l'heure, on parle des présumés propriétaires terriens qui retrouvent donc le sourire dans la commune d'Adjoun. Et pour cause, les opérations de lotissement entre-temps suspendues par le gouvernement ont repris. Les travaux de cette nouvelle phase de lotissement dans la commune d'Adjoun ont été officiellement lancés. C'était mercredi. Nous parlerons également de la promotion du commerce électronique et de l'économie numérique qui sont aujourd'hui des activités inscrites dans les priorités du gouvernement. La direction départementale de l'industrie et du commerce atlantique littoral entame à cet effet une série de séances de sensibilisation au profit des opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouida. Nous sommes là dans le département de l'Atlantique. Allez, Florence, nous allons développer tout ceci dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous démarrons ce bulletin d'information par la commune d'Adjoun où les présumés propriétaires terriens ont retrouvé le sourire. Et pour cause, les opérations de lotissement entre-temps suspendues par le gouvernement ont enfin repris. Les travaux de cette nouvelle phase du lotissement dans la commune d'Adjoun ont été officiellement lancés ce mercredi par le maire François Zanou et la secrétaire exécutif à Agbo, Jérôme Boukov. Reportage. Après plusieurs mois d'attente, c'est le grand soulagement pour certaines populations de la commune d'Adjoun avec les opérations de lotissement qui redémarrent. Cette cérémonie qui a regroupé l'exécutif communal, urbanistes,
géomètres et les populations consacrent le lancement officiel de l'opération. Une opération de haute portée pour le développement de la commune d'Adjoun. Nous avons désiré ce moment et enfin l'opportunité nous est donnée de le réaliser en ce jour grâce à la politique de développement implémentée par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. À travers la réorganisation du domaine foncier et la relance des travaux de lotissement dans notre pays, le Bénin. Oui, ce jour marque un nouvel élan de développement des localités de Ouépa, de Ouadon, d'Alanzouman, de Sissepa et de Goutin. Le lancement de ce matin permettra d'encadrer l'urbanisme à court, moyen et long terme et de résoudre par la même occasion les différentes fonciers qui minent nos populations. Cette opération doit être impérativement achevée dans un délai de 6 mois. Et de la réussite de la présente opération dépendra l'autorisation du gouvernement de prendre en compte d'autres localités, d'où cet appel de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoun à l'endroit des populations. Aujourd'hui, l'honneur nous est donné aux côtés de la population d'Adjoun de lancer officiellement les travaux de terrain de ce lotissement. On a moins de 6 mois pour faire les 3 lots accordés à Adjoun. Donc, je dirais que le défi qui nous attend, c'est de pouvoir finir ces lots-là et de bénéficier encore de l'accompagnement du gouvernement, de l'autorisation du gouvernement pour pouvoir étendre le lotissement à Azoglisse, à Akpadanou, Kodé, Aonou, etc. Les autres, je dirais, les autres arrondissements et localités d'Adjoun. J'invite toute la population à nous aider à partager l'information, à communiquer autour de ce démarrage officiel pour que nous atteignions nos objectifs dans un bref délai. Cette opération de lotissement lancée est un acte salvateur qui va solutionner bien des problèmes fonciers et donner le top du développement des localités concernées. Parlons à présent de la sécurisation des frontières avec 2 ateliers initiés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF à Sakété et à Pobé. L'un concerne la sécurisation par la prise en compte sanitaire des populations vivant dans les zones frontalières et le second est lié à l'élaboration d'un plan de sécurité communale pour la ville de Pobé. Reportage. Les communautés de la zone sanitaire Sakété-Ifanyi ont répondu présent à cet atelier de formation qui leur est dédié à l'occasion de la 18e semaine des frontières béninoises. Cet atelier initié par l'ABJF vise à les informer sur les symptômes de certaines maladies qui sévissent dans les zones frontalières pour qu'ils puissent, de retour sur le terrain, savoir identifier ces cas de maladie et les soumettre à l'intervention de la Société béninoise de médecine interne lors des consultations médicales foraines. Ce choix porté sur ces derniers se justifie par le fait que les relais communautaires font partie de la première ligne de soins d'un système local de santé et sont au cœur de la politique nationale de santé communautaire que le Bénin veut mettre en œuvre d'ici 2024. Les cas détectés par ces relais communautaires seront recensés pour une meilleure prise en charge ultérieure. Ceci explique donc cette formation des relais communautaires de la zone sanitaire, commençant par ceux de Sakété, dans le but de renforcer leur capacité à reconnaître certaines maladies non transmissibles, telles que les hémopathies, notamment la drépanocytose et l'hémophilie, les maladies cardiovasculaires, essentiellement l'hypertension artérielle, les cancers du sein et du col, le diabète et les pathologies rhumatologiques. Pour pouvoir protéger notre pays de la violence, pour pouvoir protéger notre pays du terrorisme, pour pouvoir protéger notre pays de tout ce qui est extrêmement violent, il faut donner à la population le sentiment d'appartenance et lui donner la fierté d'être béninois.
Et ça que les messieurs nous aident à faire. Après Sakété, le directeur général de la BGF était à Pobé pour le lancement de l'atelier sur l'élaboration d'un plan local de sécurité de la commune. Un document dont la mise en œuvre devrait permettre de prévenir les attaques terroristes. L'élaboration et la réussite de cet outil appelle la contribution des uns et des autres, car les premiers experts en sécurité, c'est encore les populations. C'est pourquoi on parle souvent de l'enseignement territorial. Et nous souhaitons vivement que vous nous donnez toutes les informations utiles pour faire un mapping de votre commune. Ça nous permettrait de savoir quels sont les arrondissements les plus criminogènes, pourquoi. Et dans ce diagnostic, vous nous donnez l'outil d'aller vers un plan local performant. Il est attendu des participants à cet atelier des propositions pertinentes pour une politique de gouvernance sécuritaire efficace au niveau de la commune de Pobé. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler de la promotion du commerce électronique et l'économie numérique qui sont des activités inscrites dans les priorités du gouvernement. La direction départementale de l'industrie et du commerce atlantique littoral a entamé à cet effet une séance de sensibilisation au profit des opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouidah. Les détails avec Teddy Goudalo. Des responsables d'entreprises en pleine séance d'information sur l'usage du e-commerce. La rencontre vise essentiellement à sensibiliser ces opérateurs économiques sur le code du numérique en République du Bénin, l'utilisation du e-commerce comme plateforme pour le développement de leurs activités, son importance et surtout ses impacts pour la croissance économique. Le communicateur nous explique que le gouvernement investit beaucoup dans le domaine de e-commerce, dans le domaine de l'électronique, dans le but d'amener sa population à adhérer aux nouvelles normes. Avec ce qui a été dit aujourd'hui, nous allons œuvrer avec le plan stratégique, nous allons œuvrer dans nos stratégies de voir comment aider les femmes pour que le e-commerce devienne une réalité, quel qu'en soit là où se situe la femme dans l'exercice de ses activités, dans le développement de son entreprise. Nous sommes à la phase de sensibilisation aux éléments basiques du numérique à travers le e-commerce. Et la seconde phase serait la vulgarisation de la stratégie même du e-commerce. Donc, il y a certaines de leurs préoccupations qui sont en stand-by et nous allons revenir avec des réponses et puis des éléments qui pourront leur permettre de bien outiller ce joyau que nous avions désormais pour booster notre économie. À l'initiative, la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique qui entend ainsi mettre la lumière sur les opportunités que présente le commerce électronique. Les opérateurs économiques des communes d'Abomey-Calavi et de Ouidah sont ici les potentiels bénéficiaires après le littoral. Nous sommes dans le système économique libéral et c'est une affaire de concurrence aujourd'hui. Il faudrait que les opérateurs économiques que vous êtes, vous soyez quand même aussi à l'affût des informations, des temps modernes, l'utilisation de l'outil informatique. Le commerce aujourd'hui, ce n'est plus comme ce que nous faisions avant, ce que vous faisiez avant. L'objectif, c'est de réduire, comme vous le savez, le taux de chômage dans notre pays. Or, réduire le taux de chômage, c'est de connaître les métiers d'avenir. De quoi s'agit-il? Quelles sont les opportunités? Car le monde est devenu un village. Vous devez manipuler l'informatique parce qu'avec la manipulation de l'informatique, les marchés sont ouverts. La séance d'information est la bienvenue pour les bénéficiaires. Ils sont désormais outillés pour faire usage du e-commerce de manière efficace et responsable afin de promouvoir leurs différentes entreprises tout en respectant les réglementations en vigueur.
Un autre programme qui s'achève, il s'agit de Millennium Challenge et Compte. Il est lancé le 22 juin 2017 entre le gouvernement américain et celui du Bénin. Une cérémonie de clôture a été organisée à cet effet ce jeudi. L'événement est couplé avec l'inauguration du Centre national de contrôle de distribution d'électricité. Reportage. 6 ans après son lancement, le programme issu de la coopération bénino-américaine, appelé Millennium Challenge Compte 2, arrive à son terme. Et pour célébrer les résultats de ce partenariat ayant permis au Bénin d'optimiser son indépendance énergétique, cette cérémonie officielle de clôture du programme qui mobilise un parterre de personnalités béninoises et américaines venues exprimer leur satisfaction à la fin de ce processus. Aujourd'hui, après les investissements issus du Millennium Challenge Corporation et particulièrement, je le répète, à l'intérieur du programme MCA Bénin 2, outre les postes et les lignes construites, dont on a largement parlé, la mise en place de ce centre téléconduite réalisé par GE Digital permet de couvrir l'entièreté des besoins actuels et futurs du réseau de distribution du Bénin. Ce sont des choses dont on rêve. Le peuple et le gouvernement des États-Unis ont aidé le peuple béninois à réaliser ses rêves grâce à ce contact du MCC. La cérémonie de clôture est aussi l'occasion d'inaugurer un centre national de contrôle et de distribution d'électricité situé dans les communes d'Abomey-Calavi et de Boïcon. Un centre qui permet désormais au Bénin d'accroître la production et la distribution d'énergie électrique afin de satisfaire davantage aux besoins accrus des populations. L'architecture du réseau national de distribution d'électricité est ainsi fortement modifiée et technologiquement renforcée. Son mode de conduite peut être automatisé, téléconduit et évolutif, afin de réduire significativement l'étendue et la durée des coupures d'électricité, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général de la SP2E, et garantir à l'économie béninoise une énergie électrique de qualité, fiable, respectueuse des normes techniques internationales et de l'environnement. La présidente directrice générale du Millennium Challenge Corporation et le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale se réjouissent aussi de la révolution énergétique apportée par le MCA2. Je tiens tout particulièrement à remercier le coordinateur national pour son leadership infatigable et dévoué. Dans le cadre du MCA Bénin 2, les lourds investissements consentis aussi bien par le Bénin que par le MCC, je le rappelle, plus de 420 millions de dollars ont permis de faire un bond extraordinaire dans notre quête d'autosuffisance. Madame l'a rappelé encore une fois, nous avons triplé le volume d'énergie dans notre pays en quelques années. Je veux donc remercier et féliciter le personnel à divers niveaux. La fin du MCA2, mais le début d'un autre programme, annonce les partenaires américains qui n'attendent pas baisser les bras dans l'accompagnement du Bénin pour son développement durable et inclusif. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Allez, merci à vous, Florence Bossa. Actu Matin, Irriteria se poursuit par ici avec Ali Moumouni que nous allons installer. Avec lui tout à l'heure, nous allons parler de la dernière journée du championnat national, la Super League Pro. Mais il y a les nouvelles des joueurs africains qui sont concernés par le mercato. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Allez, on fait un petit tour à la régie. On vous revient tout de suite. Ali Bouni, bonjour à nouveau. Voilà, c'est la fin de la semaine et on va parler des affiches du week-end et en nous intéressant, n'est-ce pas, à la dernière journée du championnat national. Mais avant, quels sont les Africains, sinon les joueurs africains qui sont intéressés par ce mercato? Oui, Wahab, ils sont nombreux intéressés bien entendu par le mercato. Il y en a qui doivent quitter peut-être l'Europe ou l'Asie et puis il y en a qui veulent aussi rester en Asie comme c'est la fin de la saison. On constate déjà les mouvements de joueurs, le mercato estival bat son plein.
ici, nous allons nous intéresser, comme vous l'avez dit, aux joueurs africains. On commence par le colosse défenseur de 32 ans du Sénégal, des Lions de la Teranga, Khalidou Koulibaly, comme vous le voyez sur cette image. Les négociations sont en cours avec le joueur de Chelsea, bien entendu. Le défenseur sénégalais va-t-il partir en Arabie Saoudite? Al Hilal offre 30 millions arabes pour ce joueur comme salaire par an. 30 millions d'euros, pas CFA, s'il te plaît. Ouais. Alors, le statut actuellement pour ce joueur, c'est qu'il y a déjà un accord verbal, mais est-ce que le joueur va-t-il partir après 8 ans à Naples, en Italie? Il se retrouve aujourd'hui dans une pente descendante, 23 matchs disputés cette saison. Partenaire, voilà, il pourra retrouver des joueurs comme Moussa Mariga, le Malien, ou encore Odion Igalo du côté de Al Hilal. C'est bien entendu au niveau de l'Arabie Saoudite. Le deuxième joueur sur notre liste ce matin, c'est Edouard Mendy, un autre Sénégalais, le gardien de but titulaire de Chelsea qui est déchu depuis la saison dernière. La saison dernière, il n'a disputé que 10 matchs au cours de cette saison, cotisé par Al Ahly, l'Arabie Saoudite. Il a donné son accord malgré l'intérêt des clubs européens, bien entendu de la Ligue 1, de la Ligue 1 française, dont Monaco et le GC Nice. Pour l'instant, les termes du contrat restent inconnus. Le joueur pourra signer jusqu'en 2026. Il faut préciser que Al Ahly, bien entendu, est un club de deuxième division promu cette saison dans la Ligue dans la Saudi League Pro. Hakim Ziyech, c'est le troisième. Il est marocain. Après donc son contrat voté du côté du PSG, il serait sur le point de rejoindre Al Nassr dans la Saudi League Pro. Selon la source, il devrait signer pour 3 ans également, comme le joueur, le gardien de but sénégalais, moyennant une rémunération de 12 à 13 millions d'euros par an. Il ne reste que l'accord entre Chelsea et le club vice-champion de l'Arabie Saoudite, où évolue bien entendu Cristiano Ronaldo. Le quatrième sur notre liste, c'est Cédric Bakambu, un autre joueur africain qui est aussi sur la tablette du club Al Nassr. Cédric Bakambu, comme je le disais, international congolais de 32 ans, qui a terminé meilleur buteur du championnat où il évolue avec Olympiakos, serait aussi sur la tablette de ce club. Il devrait signer un contrat de 2 ans. Un accord serait trouvé entre son club actuel et le club vice-champion, bien entendu, de l'Arabie Saoudite. Je vais parler de Al Nassr. Il y a également le Ghanéen Thomas Partey. De son côté, lui, il ne veut pas, le milieu de terrain ghanéen ne veut pas quitter. Ne veut pas rejoindre les Émirats Arabes Unis. Les clubs sont prêts à payer jusqu'à 40 millions à Arsenal pour signer le joueur, mais il veut continuer en Europe et serait actuellement également pisté par la Juventus de Turin en attendant donc la décision d'Adrien Rabiot. Voilà, alors Ali Mouni, au-delà de ce milieu de terrain ghanéen Thomas Partey que vous évoquez tout à l'heure, il y a bien d'autres Africains qui sont pistés en Europe. Oui, il y a des joueurs qui sont pistés en Europe. C'est le cas du Burkinabé Edmond Tapsoba, le défenseur, est sur la tablette des Spurs de Tottenham et la source confirme que le club s'intéresse au joueur depuis très longtemps. Tapsoba est perçu comme le prochain métronome, de la défense du club londonien. Actuellement, Tottenham a engagé les discussions sérieuses avec le Bayer pour pouvoir, Leverkusen, pour pouvoir signer donc ce joueur. Il y a également l'attaquant sénégalais Nico Jackson qui est cotisé par Chelsea. Le joueur sera donc très proche de signer. Son club Villarreal estime sa valeur à près de 35 millions d'euros. Ce n'est qu'une question de détail avant que l'attaquant sénégalais ne rejoigne l'Angleterre. L'attaquant de 22 ans pourra rejoindre les Blues et ça pourra également être sous un prêt. Il y a également André Onana qui est sérieusement en discussion dont l'agent est sérieusement en discussion avec Manchester United. Wow, on discute bien les joueurs, c'est en français, pas pour ne pas dire en euros. C'est donc la fin de la semaine. Ali Moumouni, nous serons samedi demain et on parlera de la fin de la saison au Bénin. Oui, la fin de la saison avec la dernière rencontre qui sera disputée le dimanche entre les Dragons FC de Lomé et l'équipe de AS Cotonou, de Coton FC, qui sera à domicile pour jouer sa dernière journée. Mais avant, il y a les rencontres prévues pour cette 24e journée qui auront lieu le samedi prochain. Il y a au total 7 matchs qui seront disputés sur les différentes installations. Ayema sera donc à domicile, c'est bien sûr du côté de Poubelle pour affronter l'équipe d'Aspac. Les Buffles seront à domicile à Parakou
contre Bani Gansel, l'Union sportive des Cavaliers de Nice qui accueillera Dynamo FC d'Apomé. Dadje sera donc du côté de Diakotome face à AS Takouné de Kandi. Les Dragons seront aussi à domicile, c'est sur le terrain Saint-Louis Stadium de Semekra qui depuis quelques journées pour affronter AS Cotonou. L'Autopopo va jouer face à Damissa. Les Requins accueilleront donc ici à Cotonou de la jeunesse athlétique de Kétou. Et pour finir, c'est bien sûr cette rencontre entre Coton FC, l'équipe championne du Bénin, face à AS Vaux, et ce sera donc couronné du trophée ce dimanche du côté de Ouida Wahab. Et c'est tout pour le sport de ce matin. C'est tout pour le sport de ce matin. Ali Moumouni, vous avez été véritablement sportif ce matin. Merci beaucoup à vous. On va faire venir par ici les débatteurs du vendredi. Zakiat Latunji, Naguiba Lagbe. On a l'appui d'un père éducateur, Koko Arsène Médéouignon, et d'un confrère animateur télé, Ghislain Jérôme Diroquin. On aura leur analyse, leur appréciation et leur opinion sur une thématique qui a fait la nuit des temps et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de ce phénomène qui consiste à déposséder de façon systématique la veuve juste au lendemain du décès de son mari. Ali Moumouni, vous trouvez normal de déposséder une veuve juste après la mort de son mari? D'abord, il faut reconnaître que l'héritage revient d'abord aux enfants. Et quand ça revient aux enfants, il y a quand même aussi une part qui est donnée peut-être à la veuve. Donc, c'est illicite de déposséder. Oui, on constate la plupart du temps que dans les pratiques, juste à la mort du mari, les parents, la belle famille donc de la veuve atterrissent et très rapidement, on commence par faire le point à l'effet même de mettre la veuve au dehors. Est-ce que ce sont des pratiques qui doivent être monnaie courante aujourd'hui, qui doivent se poursuivre? La qualification en fait de ce comportement se résume, je crois, en deux mots: mauvaise foi. C'est tout. D'accord. Ali Moumouni, merci beaucoup. On aura l'opinion de tout ce que j'ai cité comme débatteurs ce matin. Ils vont nous rejoindre tout de suite. Discuter des problématiques des frontières, évaluer les perspectives, sensibiliser, informer, promouvoir. Vous l'avez bien compris, c'est le rendez-vous par excellence des frontières. La SFB, sous le patronage du Dr Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise la 10e édition de la Semaine des frontières béninoises. C'est du 21 au 28 juin 2023, avec au programme des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations, des formations et des consultations médicales foraines. Les communes à l'honneur: Waké, Kopargo, Basila, Pobé, Malanville, Kokblil, Segwana, Sakete, Ifandi, Savé, Ouessé et bien d'autres. L'édition de cette année est placée sous le thème « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée ». Quelle perspective pour le Bénin? ABGF, sécurisant et développant nos espaces frontaliers. Atulo, ni dona jo mu mi ton, le nu opole. Tonka buzu Kosi, atilo ma pe mu gangan. Engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi.
Programmez dès maintenant votre prochain voyage. Les vols à destination de Paris-Orly sont tous les mardis, jeudis et dimanches. Alors rendez-vous sur flycorsair.com, en agence de voyage ou au 55 08 93 93. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, on s'installe ce matin dans Iriteria avec une grosse interrogation. Est-ce normal de déposséder la veuve des biens de son défunt mari? C'est notre thématique de ce matin, puisqu'on a fait le constat que c'est une, je dirais, c'est une pratique qui est courante. Ça a traversé les âges et c'est encore d'actualité. Juste au lendemain du décès du mari, la belle famille donc de la veuve débarque à l'effet de la déposséder des biens, parfois même de la mettre au dehors. Zaket Latunji, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas porte-parole des veuves, je le sais. Ghislain Jérôme Duroquin, bonjour. Bonjour. Koko Hassan Medewayan, bonjour. Bonjour. Nagui Balagbe, bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue sur le plateau de Iriteria. C'est notre thématique de ce matin. Je vais m'adresser à Ghislain Jérôme Duroquin. Vous trouvez normal, n'est-ce pas, qu'au lendemain du décès du mari, que la belle famille débarque pour déposséder la veuve des biens de son défunt mari? Même si vous posez cette question à un fou, je pense que sa réponse serait catégorique. C'est pas catégorique dans ce sens. Dans ce sens que c'est pas, oui, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien parce que aujourd'hui, c'est pas toujours facile de laisser d'héritage pour les enfants. C'est pas toujours facile pour un homme de se battre pour laisser quelque chose pour les enfants. Et si on se bat, on a des envies, on les met de côté pour réaliser pour les enfants. C'est pour permettre à ces enfants demain de ne plus nécessairement avoir besoin de tendre la main aux amis, aux parents, etc. avant de se réaliser, avant de réaliser leur avenir. Donc, il serait vraiment de mauvais ton de voir quand même les parents ou bien les éléments de la famille s'accaparer de ces biens-là. Je ne trouve pas ça normal. Mais ce que nous observons aujourd'hui dans notre société, c'est ça qui est quand même un fait courant aujourd'hui. Et tout laisse à croire que lorsque l'intéressé est vivant, nous faisons semblant de l'aimer. Et juste après son départ, la famille maintenant montre leur vrai visage à la défunte. Ce qui n'est parfois pas on fait semblant d'aimer la veuve. On fait la veuve. Parce que son mari est là. Oui, c'est à la mort en même temps que la femme découvre le vrai visage. Voilà, mais après la mort de son mari. Mais je voudrais dire, allons-y. Il y a des cas, il y a des exceptions. Oui, des cas qui se justifient. Oui, d'accord. On va venir sur ces exceptions. Nagui Balagbe, comment vous percevez cette pratique? À la mort du mari, on dépossède la veuve des biens. Mal. Très mal. Très mal. Et pourtant, c'est dans les habitudes. En Afrique, vous savez, nous avons une coutume de la succession, enfin le poids de la coutume, qui, quand on observe en réalité, aujourd'hui pose problème. Et heureusement, il y a la loi. Heureusement, il y a la loi et la loi prévoit, en fait, règle cette question-là de manière très précise, de manière très claire, sauf à la connaître, cette loi-là. Parce qu'aujourd'hui... Parfois, la méconnaissance des lois nous amène dans le décor. On ne connaît pas souvent nos droits, et c'est ça qui amène peut-être en fait, qui nous pousse à vivre certaines injustices. En dehors
je parlais tout à l'heure du poids de la coutume. Il y a des situations dans lesquelles, effectivement, les gens, quand bien même ils connaissent la loi, ils se disent, bon, voilà, la famille, je ne vais pas m'opposer parce qu'après, il ne faut pas exposer ses enfants à des attaques mystérieuses, etc., etc. Mais toujours est-il qu'il y a une sorte d'injustice qui prévaut dans ce domaine-là et bien de gens en souffrent. D'accord. Alors, Koko Hassen Medeveyon, n'est-ce pas, comment justifiez-vous ce acte, cette pratique qui est monnaie courante chez nous? Anormal. C'est anormal. Il y a une certaine unanimité sur ce plateau. Partant de là, je vais vous conter une histoire. Allons-y rapidement. Un vieux, à la porte de sa mort, a appelé son aîné et lui a dit, vraiment, nous allons jouer un film. L'enfant lui demanda quel film et il a demandé à l'enfant, c'est un docteur, il lui a demandé, bon, je suis mort, je vais faire le mort et tu vas appeler tes frères, nous allons voir ce qui va se passer. Il est là, le docteur est avec lui, son aîné est avec lui et il a commencé par appeler ses frères. Il dit, qu'il est venu, bon, il a constaté que papa a rendu l'avant. La mère de celle qui vient après l'aîné, sa mère est venue et dit, toi tu es décédé encore. Bon, ok. Et cette maison, on a construit la maison ensemble. On est en train de parler de la grande famille. Hein. Voilà un cas. Et elle dit, bon, on a construit la maison ensemble, je veux la convention. Et la fille aînée, elle est partie chercher la convention, le vieux est là, on est en train d'enregistrer tout. Et ils sont partis chercher la convention. Un moment après, le docteur dit, mais il faut qu'on déplace celui qui est décédé à la morgue d'abord, avant de parler de tout ça. Chacun crie, et une autre femme encore est arrivée, dit la même chose. Le frère de celui qui est décédé est venu. Il dit non, que ce n'est pas ça, hein, que tout ce que vous avez ramassé là, vous me en tant que frère du pauvre, vous me supposez mort. Vous me déposez tout. Tout est enregistré. Et un moment après, le vieux s'est levé devant tout le monde et ils ont pris la tangente. Et celle qui demandait la convention, la femme qui est partie et est revenue demander la convention, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe qu'elle n'a pas compris. En même temps, le vieux a demandé à tous ces enfants-là un testament. Nous avons des juristes qui nous écoutent. Nous avons des cadres qui nous écoutent. Ceux-là qui nous écoutent savent déjà, après la mort de quelqu'un, ce qui se passe. Donc, il a préparé un testament directement et ce testament est déposé auprès d'un notaire. Donc, c'est pour vous dire que c'est une pratique ancienne et d'actualité encore. Une pratique... les femmes, on dépossède les femmes de tout et les enfants souffrent. Finalement, les enfants souffrent. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc, c'est ce que on va écouter la femme sur le plateau. J'avais déjà commencé par dire qu'elle n'est pas porte-parole des veuves, mais elle a son mot à dire quand même. Si jamais vous me faites porte-parole des veuves, je vais devoir on peut être porte-parole des veuves sans être veuve, forcément. Je vais devoir trouver le porte-parole des défunts sur le sur le compte. Pour qu'eux aussi donnent leur avis quand ils sont partis. Comment ils se sentent les biens ne vont pas à bon port. Voilà, donc on devra faire l'exercice. Voilà, alors on s'entend comme ça, il n'y a pas de problème. On va évoluer vers le débat. Alors, plus sérieusement. Je pense que, comme les uns les autres l'ont dit, c'est vraiment déplorable qu'on se retrouve face à une situation comme ça. Parce que vous imaginez, la personne a travaillé. Parfois même, ce n'est pas une histoire de polygamie. C'est peut-être aussi qu'il a une seule femme et que c'est avec cette femme-là qu'il a traversé vraiment toutes les situations possibles pour arriver à avoir quand même un certain nombre de choses qui se retrouvent après discutées, mais discutées même par des gens qui n'ont absolument rien à voir, qui ne savent même pas du tout comment la personne a pu travailler, a souffert pour en arriver là. C'est vraiment déplorable. On devient vraiment parent lorsque le défunt a laissé les biens. Oui, voilà, on vient hériter. Et si c'était même que on hérite de façon assez raisonnable et responsable, si vous voulez, ce serait bien. Mais c'est parfois même à coup de bagarre, c'est à
à coup même d'envoûtement, d'agression, de situations quand même très désagréables, de menaces et de mort. Je pense qu'il faut vraiment travailler à éviter ça. Travailler à éviter, c'est de faire ce genre de débat, c'est de faire des mises en scène un peu comme ce que Monsieur Arsène Kokou nous a fait savoir tout à l'heure. Parce que quand vous pouvez vous amuser à voir justement ce qui va se passer après vous. Quand vous êtes là, c'est autre chose. Quand on est ensemble, c'est tout va bien. Mais à partir du moment où on sait que vous êtes parti, et vous êtes parti, pas que vous allez revenir, mais dans le cas de l'exemple c'est un départ avec non-retour. Allez. Voilà, le papa, il était là, couché, mais il a pu regarder un peu le film de ce spectacle ô combien désagréable qui allait suivre son décès. Et comme Dal a dit, je pense aussi que l'une des solutions, c'est vraiment d'avoir un testament pour que tout soit clairement défini, même s'il doit y avoir des mécontentements, au moins la personne disparue a déjà dit ce qu'elle voudrait avoir, comment elle voudrait que les choses se passent, et tout le monde ne peut pas être content d'une manière ou autre. On fait le débat avec l'espoir qu'on aura des juristes et autres praticiens de droit qui vont nous apporter leur accompagnement. Et bien entendu, on a Maître Boris Chadaré qui a réagi face au sujet. Il dit bonjour Wahabali, pareil, bonjour le plateau. La réponse à cette question est la négative sur le plan moral et juridique. En effet, moralement, c'est incandescent de déposséder une veuve des biens composant le patrimoine de son défunt mari. C'est une atteinte notoire à la mémoire même du défunt qui, de son vivant, a porté son choix de s'unir à cette veuve pour une vie de couple. Son choix n'est pas anodin. C'est sa femme et il l'a aimée. C'est l'ordre normal des choses que la veuve jouisse des biens laissés par son mari et à y voir de près. Sa contribution n'est guère à démontrer. Les morts ne sont pas morts. En droit, le sujet est assez vaste et fera nécessairement appel à plusieurs notions du droit des successions pour mieux y répondre au cas par cas. Mais en principe, sur le plan juridique, la veuve vient prendre part à la succession autant que les enfants du défunt. En français facile, elle est aussi héritière. Nagui Balagbe, comme vous l'avez dit, on parle parfois de méconnaissance des textes, ce qui nous amène des fois à la dérive ou le poids de la coutume et des traditions. Parfois, on connaît bien les textes, on sait ce que les textes disent, mais on se dit, bon, je ne veux pas être responsable du fait que l'affaire soit conduite au niveau des juridictions. Comment vous pensez qu'on peut régler ces genres de situations? Parce que ce sont des situations qui existent, Nagui Balagbe. Il faut dire à des gens qui sont victimes de ce genre de situation. Allô, Ahab? Bon, Nagui Balagbe, on vous arrache la parole comme ça, mais avec toute la courtoisie qu'il faut. Oui, bonjour téléspectateurs. Oui, bonjour monsieur Wahab. Herman Metton? Oui, Herman Metton. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour monsieur Metton. Oui, bonjour. Est-ce normal de déposséder la veuve des biens de son défunt mari? La réponse est non. Malgré que nous savons que cette réponse-là, c'est la négative, malheureusement, c'est ce qui coule les rues. Et moi, je constate que c'est ceux qui, souvent, n'ont pas grand-chose au niveau de la famille, qui commencent à s'attaquer aux biens de leurs frères, ou bien de leurs cousins, de leurs tontons. Je ne vois pas quelqu'un qui peut-être est financièrement assis, a déjà le minimum, commencer maintenant à aller chercher, à s'occuper, à accaparer les biens de son frère, de son cousin, au point de mettre la veuve et tous les enfants en difficulté. Mais on est tenté de se demander qu'est-ce que lui, le frère, faisait, le frère Wamono en question, qu'est-ce qu'il faisait au moment où son second frère se battait et a eu des moyens. Oui, non, lui va dire que c'est Dieu qui lui a donné, que si c'est la force, lui-même, c'est Dieu qui lui a donné. Parfois, c'est la richesse de la famille qu'on a attribuée à telle personne. Famille, on dit non pas comme c'est qu'elle a non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la richesse de la famille. C'est ça. C'est sa richesse à lui. D'accord. Je voudrais que l'on ait la crainte de
Dieu. Oui. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, malheureusement, les gens n'ont plus la crainte de Dieu devant l'argent et devant certaines situations. Parce que la veuve, là, je voudrais demander aussi aux femmes, lorsque vous êtes avec votre époux, bien vous êtes avec vos époux, là, essayez d'être respectueuse, respectez la famille. N'allez pas faire Madame Tan, c'est vous qui avez les moyens, on nagle les oncles, les cousins, on ne calcule personne. C'est rien que l'époux, on s'accroche à son époux, on pense que tes frères là, ça ne vaut rien. Ton oncle qui est en village, là, vraiment, lui, ça prend trop de soradis. Vraiment, lorsque vous êtes dans ça, là, vous ne calculez pas les tantes, les oncles et autres là. Ils vous attendent au carrefour. Votre époux ne sera plus là. Vous êtes à la merci de ceux-là, et c'est de là, il faut de vous ce qu'ils veulent. C'est là la grande difficulté. Donc, lorsque vous vous entendez avec un nom, par exemple, au village, mais une tante, lorsqu'une situation comme ça va se présenter, sûrement elle sera votre intermédiaire, il sera votre intermédiaire pour vous alléger la souvent pour dire non, à la dame là, non, hein, elle a respecté l'époux, hein, c'est les enfants de pied de ça, donc ça calme un peu le jeu. Mais quand vous faites déjà des gens, vous suffisez déjà, il n'y a plus rien, à la mort, ce n'est pas bien, et je voudrais, pour finir, demander à nos parents, heureusement, moi je suis épargné, je ne me vois pas, et je ne vois pas ma femme lorsque je ne suis plus là, je ne serai plus là, être confronté à cette difficulté. Mais dans certaines familles, ça existe. Mais ayons la crainte de Dieu. Je vous remercie, c'était Herman Metton. Herman Metton, merci beaucoup. Un autre téléspectateur en ligne juste après vous. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ouais. Bon, Nagui Valago, c'est vous qui avez la parole. Je voudrais dire à Herman que ceux qui subissent ça ne se voyaient pas de leur vivant. Ils ne se voyaient pas non plus de leur vivant connaître ce genre de situation. S'ils savaient en fait, s'ils avaient pensé que à leur décès, ils se seraient sans doute qu'ils auraient pu prendre des dispositions. En fait, la question du poids de nos coutumes et de notre tradition qui fait que les gens ont peur, etc. Je dis, il faut de toute façon, dans l'un ou l'autre des cas, c'est une mort. C'est une mort. C'est-à-dire que vous refusez de mourir parce que, enfin, vous refusez d'affronter les gens pour pour votre droit, pour ce qui vous revient de droit, parce que vous craignez peut-être de mourir. Mais lorsque vous vous laissez déposséder des biens de votre héritage, tout coup, non seulement vous mettez là également en danger, mais vous mettez en danger les enfants. Donc, je ne sais pas en fait quelle est cette peur-là, quelle est cette crainte-là qui fait que l'on accepte de subir l'injustice, Non, mais papa, c'est pas parce qu'il y a la mort qu'il ne faut pas dormir. S'il y a quelque chose qui, en tout cas moi, personnellement, si ça me revient de droit, là-dessus, je me battrai, quitte à ce qu'il arrive, qu'il advienne ce que Dieu a prévu pour. D'accord. Je crois qu'on a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Koko Assed Medewayon, vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces genres de problèmes? Je vais vous faire lire une disposition que nous cite Maître Boris Chadari. Il dit qu'en effet, la veuve a droit un quart donc de la succession sous deux conditions. Un, que le défunt ait des enfants et qu'il n'existe pas de jugement définitif de séparation de corps entre les époux avant le décès du mari, avant le décès du défunt. J'allais plutôt dire de l'époux. Je m'en vais dire aux hommes de ne pas, c'est-à-dire de tout faire pour cadrer leur petite famille. D'accord. Il y a la grande, nous sommes en Afrique, il y a la grande famille et la petite famille. Effectivement. Maintenant, quand vous apportez tout ce qui se passe dans votre maison à la grande famille là-bas, ce que votre femme est en train de faire à la grande famille là-bas, ne soyez pas, même dans votre tombe, étonné que qu'on vienne chercher les biens, vos biens. Un. Et d'autre part, il y a même, on parle de coutume ici, on dit, bon, nous allons prendre la femme parce que elle ne peut pas se marier ailleurs. Quand on rentre dans la famille, on est en train de viser les biens. Les biens, on va prendre la femme. Il y a d'autres femmes qui refusent carrément, qui disent non. Pourquoi me marier avec vous? Je suis avec mes enfants et je ne veux plus me marier. Alors là,
c'est tout un tas de problèmes jusqu'à ce que la femme peut quitter la maison ou elle continue de rester. Quand la mort arrive, je souhaite que les enfants soient âgés. Sinon, quand les enfants sont des enfants de bas âge et que ces genres de problèmes surviennent, la mort ne prévient pas. Quand ça arrive comme ça, alors là, c'est compliqué. C'est compliqué, parfois même désastreux. Vous permettez qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Reprenez, s'il vous plaît. Comment vous allez, maman? On vous écoute. Nandaro, bonjour. Nandaro, bonjour. On vous écoute. Le plateau, bonjour Zakiat, bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Bonjour Nandaro. Bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Nous allons très bien. Ok. On vous écoute sur le sujet. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je vais intervenir là-dessus. Allons-y. Est-ce normal, ça va très bien chez vous? Est-ce normal de déposséder la veuve des biens de son défunt mari? Elle est partie. Nandaro? Oui, je suis à l'écoute. D'accord. Faites l'effort de baisser carrément le volume de votre poste téléviseur et vous allez nous entendre nettement. On sent une certaine interférence dans la communication. D'accord. Vous me recevez maintenant? On vous reçoit, allez-y. D'accord. Donc, c'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal. Et c'est un fléau. Et puis, les femmes en souffrent énormément. Parce que tu as eu affaire avec ton mari. Et puis, la mort, ça ne se programme pas. La mort arrive. Et puis, je vous donne par exemple un exemple par exemple. Il y a une veuve qui vit avec son mari. Et puis, il y a une tante qui ne saluait même pas son mari. Le lendemain de la mort du mari, la tante est arrivée entourée de ses enfants. Et puis, il a pris toutes les pièces. Les papiers des terrains, des maisons, l'acte de naissance des enfants. Elle a pris tout avec ses enfants. On n'a même pas fait l'enterrement. Et puis elle a eu à faire l'ordonnance. Et puis elle est partie à la banque pour retirer les sous. Pour retirer, je vous dis, pour retirer les sous de la banque. Donc après l'enterrement, on a eu à faire les cérémonies. La dame est partie la voir pour dire, tante, on va faire comment? Madame est partie d'abord voir le chef de la collectivité pour dire, comment on va procéder à les trucs. Le chef de la collectivité lui a dit d'attendre un peu, de prendre son mal en patience, que ça va se passer. Durant 8 mois, 9 mois, 1 an, la dame est encore repartie chez le chef de la collectivité pour lui dire comment on va faire. Il lui a dit d'aller voir sa tante. Elle est partie voir la tante lui a dit qu'elle n'aura aucun enfant. Par malchance, la dame n'a pas fait mariage avec son mari. Elle n'aura aucun enfant, que c'est elle et ses enfants qui sont des héritiers. Qui vont bouffer tout. On a bien dit tante, hein? Tante, la grande soeur du feu défunt. La grande soeur. D'accord. Donc, ce dossier-là, je vous en parle. J'ai les preuves. Jusqu'à présent, les enfants traînent, les enfants peinent. Alors, Nandaro, cet exemple-là, il y en a en quantité aussi bien chez d'autres téléspectateurs que chez les débatteurs ici sur le plateau. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ces pratiques qui mettent à mal, je dirais, l'ambiance au sein des familles au lendemain des décès? C'est la méchanceté de l'homme. On peut dire que peut-être elle est la base de la mort de son frère. Pourquoi pas? Parce que tu as ton foyer, tu as ton ménage, et toi tu as fait mariage avec ton mari, tu as tes enfants, tes maris a ses héritages, et puis il a déjà partagé à tes enfants, et toi tu viens, et tu es une femme comme l'autre, et puis l'autre a quitté ta famille pour venir se marier avec son frère. Et tu te comportes de telle manière, et puis la dame en souffre parce que quand la dame aussi, elle a tenté pendant des années, a eu à faire l'ordonnance,
c'est arrivé au tribunal. Maintenant, on a dit que la dame a envoyé le dossier à la banque. Et c'est de là que la banque lui a envoyé une copie pour dire que c'est comme ça. Il a eu tel. C'est-à-dire, on l'a dévancé. Très bien. Voilà. Très bien. D'accord. Vous voyez cette situation-là. Ouais. Donc, il faut être humain pour avoir ces pratiques-là. Et puis la dame en souffre, je vous dis en souffre. Et puis les maisons que le monsieur a là, la tante a dit qu'on va changer le nom pour mettre le nom de sa maman pour que tous les petits puissent en profitent. Waouh. D'accord. Oui, Naguib Alagbé a une question pour vous très rapidement. Oui, monsieur. Vous dites que la dame n'est pas mariée au défunt. Légalement. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont des enfants? Ils ont des enfants. Ils ont des enfants? Même mineurs. Ok. C'est ça. Nandaro, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou, Zobo. D'accord, Zobo. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Oui, ça brûle un peu le cœur sur le plateau. Vous l'aurez constaté, Zakiat Latundi, voilà une situation, n'est-ce pas, comme tant d'autres qui sont de nature, je dirais, à fragiliser la cohabitation au lendemain des décès. Oui, vous voyez que l'exemple donné par Nandaro vient illustrer encore combien c'est d'actualité. D'accord. Zakiat, prenez le téléspectateur en ligne et on reviendra sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, Canal 3. Oui, vous êtes en direct sur Canal 3. Vous présentez, s'il vous plaît. On m'appelle Jonas Couton. J'appelle Bakasato. D'accord, Jonas Couton. Monsieur Jonas Couton. Oui. Merci de donner votre avis sur le sujet. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, ça devient une monnaie courante dans la vie aujourd'hui. C'est tout comme si on attend le décès de son frère ou de son cousin, tout en capable de faire bien. Aujourd'hui, nous voyons que souvent, comme l'a dit notre journaliste tout à l'heure, souvent c'est des fainéants qui sont capables de bien. Celui qui a des moyens ne s'en soucie même pas des héritages de l'autre. C'est ça. Pour pallier à tout ça, moi je crois qu'il est bon, si on a de bons termes avec son épouse, de prendre toutes ces dispositions avant ce départ. On n'a même pas besoin d'être envieux avant de faire son testament. C'est ça. Donc, il est nécessaire de faire le mariage avec son épouse et après ça, prendre cette disposition. Parce que, vous voyez, pour que quelque chose arrive, toi aussi, de ton vivant, tu sauras déjà de quelle famille tu es et comment les choses se passent. Et tu vas faire la projection pour voir, bon, après mon départ, D'accord. Monsieur Jonas Couton, merci beaucoup. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a bien de personnes également derrière vous qui souhaitent réagir. Bonjour aux populations d'Akasato. Cette projection-là, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours gagné surtout si vous n'arrivez pas à mettre en place le scénario nécessaire pour que ça puisse se passer. Oui. Vous voyez le cas donné par Eida tout à l'heure. Au moins, le monsieur a encore couché là et il a pu simuler parce qu'il a trouvé un enfant qu'il a mis dans la complicité pour montrer à tout le monde et ça a marché. Oui. Mais vous ne pouvez rien maîtriser du tout. Hein, donc, bon, il faut faire attention dans ces cas aussi parce que bien qu'étant couché là, les gens peuvent commencer à se taper dessus et puis rapidement, ça va dégénérer. Donc, pour en revenir... Il y en a qui peuvent travailler à l'aider à mourir, effectivement. À mourir, effectivement. Voilà. Et si quelqu'un peut venir et dire que, ah bon, donc il est décédé vraiment, attends, moi je vais l'achever maintenant. Et on commence à lui donner de drogue. Donc, c'est un risque, il faut faire vraiment très attention. Alors, ce que je disais tout à l'heure en faisant justement référence à l'exemple donné par Nandaro, oui, c'était vraiment pour montrer combien est-ce que le sujet reste alors d'actualité et que ce n'est pas seulement les hommes, parce que dans ce cas-là, c'est une femme qui est derrière. C'est une
elle aussi est mariée dans un autre foyer. On se demande si on lui faisait ça, comment elle va accepter ça. Et c'est même pour vous dire que, contrairement à ce que certains ont évoqué tout à l'heure en parlant de fainéants et autres, c'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, la personne a tout ce dont elle a besoin, mais juste parce qu'on veut faire mal à l'autre. Et quelquefois, ce n'est pas aussi parce que vous n'avez pas de bon rapport avec ces oncles ou ces tantes-là. Vous avez beau entretenir une ambiance assez conviviale et tout, mais par méchanceté. Et quand on a parlé de méchanceté des hommes, moi je veux bien qu'on comprenne que homme dont on parle ici, c'est grand H, parce que ça peut venir aussi bien des femmes que des hommes. Donc c'est vraiment très désagréable. Je pense que la solution c'est le testament. Le testament pour peut-être se sécuriser. On verra si les testaments ne sont pas contestables tout à l'heure. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. On m'appelle Kalis Maoulawe. Kalis Maoulawe. Oui. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Figueresset. D'accord. Oui. Par rapport au sujet du jour, je réponds comme tous les autres non. Mais moi, je vais demander pour ces problèmes, pour que ça ne soit pas trop récurrent. Normalement, le couple en question de leur vivant doit vous donner l'harmonie par rapport à leur famille. Pour que le mari sache que sa famille ne doit pas s'ingérer dans des problèmes jusqu'à fond. Sinon, déjà, si le couple a des problèmes, parfois la famille en profite. Déjà, si la femme entre-temps des problèmes avec son mari, ils en profitent. Donc, du coup, il faudrait que le vivant, où on ne prévoit pas le jour où le mari va partir ou la femme, il faut toujours être en harmonie, que la famille ne s'ingère pas dans vos problèmes. Là, je pense que ces problèmes-là, parce que ça fait mal, très mal pour qu'un vœu soit traîné de la sorte telle que l'exemple qui vient d'être cité. D'accord. Ça fait mal. Donc, il faut l'harmonie dans le couple, qu'il n'y ait pas de divergence, où déjà le mari même va se plaindre si ses beaux-parents pour dire que ma femme fait ci, ma femme fait ça, tout ça là, qui contribue surtout en Afrique là. Oui. Alors, M. Maoulawe, vous pensez que l'harmonie au sein du couple seul suffit? Parce que tout à l'heure, dans le développement de Zakiat Latunji, elle estime qu'il y a des couples où tout va bien, il y a le respect de la femme envers sa belle famille et autres, mais à la mort du mari, franchement, c'est l'enfer pour la veuve. C'est vrai, mais le mari doit jouer un grand rôle. Puisque souvent, c'est... Avant sa mort, bien entendu. Oui. Ça se joue au niveau de la famille du mari. Donc le mari doit savoir comment entretenir ses parents pour qu'ils sachent qu'il a une femme, et sa femme, après sa mort, c'est lui qui doit faire ci, c'est lui qui doit faire ça. Ça se dit. C'est ça. Oui. Il faut que le mari sache comment harmoniser sa famille pour que ces problèmes n'arrivent pas. Ses enfants doivent suivre quand même. D'accord. Merci beaucoup, M. Kalis Maoulawe. La régie va nous aider pour que nous fassions un tour de table avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Ghislain Jérôme Djiroka. Merci beaucoup. Et ce que nous disons, c'est vraiment triste. On voit de ces enfants qui vous doivent des étages par ici, des véhicules par là, en disant que c'est pour le père, mais vous allez encore les voir sur des chantiers de maçonnerie en train de jobber parce que la famille s'est accaparée du tout. Moi, je veux condamner certaines personnes dans cette histoire. Ce sont nos chefs de collectivité, ceux que nous appelons communément DA. Ils ont un grand rôle à jouer. Un peu partout, maintenant. On a un DA sur le plateau, Ils ont un rôle capital à jouer dans cette histoire. Ils ont un rôle à jouer. Quand ça commence comme ça, il leur revient de droit d'appeler les deux parties les uns les autres, de les situer, de les conseiller, de donner une orientation à ces enfants. Mais qu'est-ce qu'on observe souvent dans nos familles? Ce sont ces chefs de collectivité qui s'ajoutent encore à ses frères, à ses tantes, à ses oncles pour aller contre
la femme. Celle qui est déjà en deuil, c'est celle-là qui a perdu son mari et qui rencontre déjà toutes les difficultés de ce monde. C'est à cette femme-là, on s'attaque, on commence par faire des trucs mystiques, etc. Je me souviens un jour, un monsieur m'a appelé, un jeune homme m'avait appelé en disant qu'il a besoin de moi, qu'il a besoin de mon appui, de l'aider. Il m'appelait avec l'âme au téléphone. Je lui ai dit, ok, passe à tel endroit. Il est venu, je l'ai rencontré. Mais il me dit, tu vois les taches qu'il y a ici, c'est pour mon papa. Les taches, quand tu viens, l'étoile rouge, quand tu fais ça, c'est pour mon papa. La famille a tout pris. La famille a tout pris. Il n'a rien eu. On prend ça au nom des enfants, mais je trouve que les enfants même n'en bénéficient pas. La famille, même jusqu'aux chaussures de leur papa, on a tout pris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur les chantiers, tantôt il trouve maçon ici, il fait, tantôt il conduit. Maintenant, ils ont amené l'histoire devant les tribunaux, ils ont fait le tour du monde. Je l'ai aidé à ma manière à travers les revues de presse, à travers les parutions, mais ça n'a rien donné. Je voudrais aborder un autre aspect de la question. D'accord, alors dis très rapidement. Très rapidement. Un autre aspect de la question, c'est par rapport à ces familles qui sont conscientes d'une chose. Il y a des familles qui sont bien conscientes, qui ne dérangent aucunement ces femmes. On va revenir sur cet aspect à l'effet de les présenter comme des modèles et des exemples. Non, si vous pouvez me permettre d'aller jusqu'à la fin, ça va nous aider. D'accord, allons-y. Et qui considèrent quand même la veuve. Mais il y a de ces cas où la veuve même inconsciente, si je peux utiliser ce thème-là. Et après la mort de son mari, elle se trouve un homme maintenant qui vient s'accaparer de tout. Les enfants ne bénéficient. Ça c'est notre problème qui m'intéresse rien. Qui m'intéresse aussi. C'est cet homme qui se met maintenant en gang, comme on se dit les matins, qui a les papiers des parcelles du défunt, etc. Quand la famille voit qu'attention, la femme là a pris un chemin qui n'arrange pas les la famille peut maintenant prendre les choses. Alors, Naguib Alagwe, vous voulez réagir? La famille... Enfin, d'un point de vue juridique, la famille n'a rien à voir avec la succession. Oui, en temps normal. Que la femme soit dépensière, qu'elle gaspille, qu'elle prenne les biens et aille les jeter à la mer, la famille n'a rien à voir avec l'héritage. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, dans la pratique. Ce que vous dites est réel. Il y a des situations dans lesquelles le comportement de la femme elle-même fait peser un risque sur l'avenir des enfants, etc. Vous savez, dans ces conditions, je crois que l'homme a un grand rôle à jouer. Et c'est pour ça, malheureusement, ici chez nous, on n'a pas l'habitude, on vit dans une sorte de déni de la mort. On n'a pas l'habitude de prévoir la mort. On ne pense pas à la mort. Voilà, on vit 24 heures. On vit comme si, en fait, on était éternel. Donc l'idée que, bon, écoute, quand je ne serai pas là, de penser qu'un jour on ne sera pas là, c'est tellement effrayant qu'on n'y pense même pas. Vous voyez, sinon que, en réalité, quand vous avez vécu avec une femme, et qu'à un moment ou à un autre de votre vie, vous connaissez quand même le genre de femme que vous avez. Je crois qu'il y a des dispositions que l'on peut prendre pour ne pas permettre à la femme d'aller au-delà de certaines limites, même quand vous savez que vous avez une femme qui est dépensée. Mais ce que moi, la question que cette injustice-là, autant les femmes en sont victimes, autant les femmes sont, comment dire, à l'origine de certaines injustices, parce que la loi dit que les enfants, aussi bien légitimes que naturels, viennent à la succession au même niveau. Vous voyez, le défunt, la femme, la veuve, la loi reconnaît comme, d'abord la loi reconnaît comme conjoint survivant de la femme mariée. Le mariage, c'est de principe. Il faut que c'est la femme mariée qui a une part dans la succession. Ensuite, il y a une part qui est dévolue aux enfants. Et la part des enfants, c'est aussi bien pour les enfants légitimes que pour les enfants nés dans le mariage, les enfants nés au mariage. Mais ce qui se passe parfois, c'est que quand la famille ne s'en mène pas, la femme qui est à la maison, la femme qui est mariée, s'accapare de tous les biens et dépossède, enfin, déshérite pratiquement les enfants en mariage. Ça aussi, c'est une injustice. Donc il faut travailler. Il faut combattre. L'injustice, c'est ne pas te donner. Maintenant, pour finir, je voudrais dire que je veux revenir sur la situation de Nadaro. Je crois que jusqu'à la minute, je ne sais pas combien d'années ça fait,
la dame est en mesure de saisir la loi. Parce que, vous savez, c'est pas parce que le monsieur n'a pas laissé un testament. S'il y a des enfants, ce sont les enfants. Ce sont les enfants du monsieur qui viennent à la succession. Mais là, il ne faut pas... Même sans mariage, les enfants sont les héritiers. Les enfants reconnus du monsieur, de son vivant. Et puis, il y a comment dire, il y a des conditions dans lesquelles la reconnaissance de l'enfant par le parent et le défunt est établie. Donc une fois que la reconnaissance des enfants est établie, les enfants sont héritiers des biens du défunt. À partir de ce moment-là, la dame en question peut saisir la justice pour se voir rétablie dans ses droits. Alors on prend le téléspectateur en ligne. On va donner la parole tout à l'heure à Kokou Hassen Medoyan. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Chafra au téléphone. Monsieur? Chafra. Chakran. Chafran. Oui, Chafra. Chafra. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Calavi, précisément Togoudou. Alors, on vous écoute sur le sujet. Ok. Bon, c'est ça, d'abord le plateau. Le plateau vous répond. Allô? Le plateau vous répond. Allô? Oui, le plateau vous répond. Oui, ok, je salue le plateau et par rapport au sujet qui est là, je pense que il y a un monsieur qui avait déjà intervenu et je vais juste appuyer un tout petit peu ce qu'il avait déjà dit. D'abord, je vais commencer à dire je ne partage pas l'idée qu'après le décès du mari, qu'on dépossède la veuve des biens de son mari, les enfants, tout. Mais il y a un monsieur qui est intervenu et c'est par rapport à ce point je voudrais aussi appuyer quelque chose parce que vous savez nous sommes dans une éducation africaine et nous sommes dans un système où franchement le respect dans le foyer est très primordial. Je ne sais pas si vous me souvenez. Très bien. Voilà, parce qu'il y a un monsieur qui avait souligné ça. Vous voyez, quand vous avez une femme qui n'a aucun respect pour sa belle famille, franchement, la prière est que quand leur frère ou bien je sais pas, leur papa ou bien quoi, quand il va partir, c'est qu'on le dépossède de tout. Parce que cette femme peut-être, vous voyez, il y a des parents qui ont tellement souffert, ou bien c'était... Pourquoi ne pas le faire de son vivant? Non, bon, de son vivant, vous voyez, ce serait... il y a aussi de ces maris-là, une fois qu'ils se sont mariés, ils oublient tout, hein. Ils oublient tout, que bon, peut-être il y a quelqu'un qui les avait soutenus, tout et tout. Donc, ça fait parfois, ça révolte certains parents, et au dessus de ce dernier, ils ont tendance, ils sont animés par l'esprit d'aller déposséder la femme en question des biens de son mari, parce que aussi, cette femme va voir peut-être qu'elle est impolie, elle ne respecte personne dans la famille, donc bon, je pense que ça fait partie aussi des comportements qui poussent certaines familles à déposséder certaines femmes des biens de leur mari. Je le répète encore, je ne partage pas, je ne suis pas du tout d'avis pour qu'on dépossède. Oui, on comprend. Ce n'est pas que vous encouragez le fait qu'on dépossède la veuve des biens. Il y a un DA qui est sur le plateau. Je voudrais qu'il nous explique un peu quelles sont souvent les raisons qui poussent certains parents à agir de la sorte. Parce que nous sommes nés, bon, moi je suis des collines, bon, c'est pas un fléau qui est fréquent chez nous là-bas, mais bon, dans certaines localités du Bénin, on sent que bon, automatiquement quand le mari meurt, bon, il faut s'attendre à un truc du genre. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on vous comprend, Monsieur Chapa. Merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention. Je crois qu'on a un autre téléspectateur en ligne et on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Je crois qu'il est parti. Kokou Hassen Medoyan. On a noté que la nuisance ne vient pas seulement du côté des hommes, comme l'a souligné aussi tout à l'heure Zakiat Latundi. Il y a le témoignage de Nandaro tout à l'heure qui vient montrer qu'il y a des femmes qui sont sous le foyer et qui travaillent à nuire à d'autres femmes dans leur foyer là-bas. Comment vous appréciez, je dirais, cette capacité de nuisance qui vient aussi des femmes qui, au moins, devaient travailler à se solidariser, s'il faut dire les choses ainsi? Ça dépend de l'éducation de cette dernière. C'est ça. Maintenant,
Le problème s'est accentué sur les têtes couronnées. On dit les dames. Et vous avez des frissons. Voilà. Les dames, pourquoi ils croisent les bras et on attaque. Bon, attaquer, le DA peut être là et vous rapporter le problème à son niveau et ce qu'il peut faire, les ayants droit, le DA va dire, bon, laissez les biens aux enfants. Oui. Comme cela se passe dans nos familles respectives. Maintenant, il y a toujours de cupides, de petits délinquants. Même si la personne a les moyens, on peut avoir des moyens et ajouter les moyens de l'autre. Oui. Hein? Tout en dépossédant la femme et les enfants. La méchanceté. C'est la méchanceté. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que Zakat a dit tout à l'heure le testament. Le testament. Mais au-delà des accusations, avant qu'on ne vienne au testament, il y a d'autres accusations sur les têtes couronnées, sur les chefs de collectivité locale. C'est que des fois, ce sont ces pierres qui arrachent. Vous voyez que ça voilà. Laissez d'art respirer. Laissez d'art respirer. Donc, là, comme vous le comprenez, je reformule la question. C'est qu'il y a des têtes couronnées ou les chefs collectivités qui sont les principaux acteurs, les instigateurs de ce qui se passe. Avant d'arriver là, je m'en vais vous dire que ce n'est pas que les hommes qui meurent et les femmes souffrent. Les femmes meurent et les hommes aussi en souffrent. On envoie, la belle famille envoie des gens, ou bien des frères de la défunte, aller chercher ses biens. Vous ne comprenez pas. Oui. Donc ce n'est pas seulement que l'homme qui meurt et la femme, on dépossède la femme de choses, l'homme aussi en souffre. Oui. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les têtes couronnées, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure de la grande famille et la petite famille. Donc la tête couronnée dirige la grande famille. Oui. Vous voyez. Donc quand il y a un décès, et que la tête couronnée intervient dans ce débat et on demande à la femme, on demande de laisser les biens aux enfants et à la femme. Il y a d'autres dans la famille qui disent non, qu'on ne peut pas faire ça, on doit. La femme ne respecte pas son mari. D'accord. De vivant du mari, que le mari a rapporté plusieurs choses concernant la femme. Et comme elle ne respectait pas le mari, la punition serait de lui arracher tous les biens. Pourquoi ne l'a pas pu? Pourquoi ne l'a même pas? Il a autorité sur la famille ou pas? Oui. Le DA décide. Est-ce que le DA, lui, il est vivant. Il n'avait pas connaissance de l'impolitesse de la femme. Mais même si la femme est impolie, c'est dans son impolitesse là que son mari l'a aimé. L'impolitesse, c'est transféré tout ça. Oui. Malgré ça, qu'est-ce qui vous regarde? On va prendre Naguib, calmons-nous, n'est-ce pas? On va prendre le téléspectateur en ligne et on reviendra sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. On m'appelle Augustin Vicon-Houndé. Le sujet passionne par ici. Augustin Vicon-Houndé. Vicon-Houndé. Oui. Vicon-Houndé. D'accord, vous nous appelez d'où? De Parakou. D'accord, on vous écoute. Voilà. Nos aïeux, ils ont déjà planifié tout. C'est la modernisation qui nous détruit à nos jours. Vous allez constater avec moi, on dit après, comment on appelle, le mort du mari, la famille dit aux femmes de faire le choix. Ouais. Dans la même famille. Quand tu ne sors plus. Voilà. C'est pour éviter toutes ces choses-là que nos aïeux ont planifié leur plan comme ça. Mais aujourd'hui, on ne veut pas suivre les pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça va devenir? C'est toujours du désordre qui va. Vous préconisez qu'on retourne dans les traces des aïeux, des ancêtres. C'est mieux, c'est mieux. Ça va vraiment nous aider. Monsieur Augustin. Qui va laisser le bien de son enfant à une femme qui va encore prendre autre mari, qui va venir gérer ça. Reprenez. Ok, Vicon-Houndé, d'accord. Augustin. Donc, je voudrais juste souligner la partie là. D'accord.
Monsieur Bikonde, on a compris votre analyse. Voilà. D'accord. Dites bonjour aux populations de Parakou. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, vous étiez dans un développement, même si vous avez été secoué un peu par votre voisin de droite, Naguib Aladé. Il n'y a même pas les questions. Non, ce n'est même pas pour assommer. Ce n'est pas pour assommer, mais il faudrait que là nous aide à comprendre. Puisque l'intervention des chefs. Parfois, vous êtes complices. Enfin, les chefs, les DARA sont complices. Quelquefois, ils sont auteurs. Instigateurs. Et ils jouent entièrement une partie. Moi, je voudrais savoir jusqu'à quel niveau eux, ils doivent pouvoir intervenir. Quelle est vraiment la particularité ou bien quel est le sens. La force d'arbitrage. Oui, parce que quand ça ne va pas, a priori, c'est le chef de la collectivité vers lui qu'on se tourne et qui doit pouvoir abriter de façon très objective. Pour dire à un moment donné, ben, voilà ce qu'il faut faire dans l'intérêt de tout le monde, pas dans l'intérêt d'une partie. D'accord. Oui, on vous écoute. C'est pour vous dire que toutes les plaintes arrivent au niveau de DA, mais quand il s'agit de décès et que les enfants, les ayants droit, bénéficieront de choses, des biens de leur père, même si la femme est en concubinage, même si ce n'est pas un mariage légal, et c'est la femme est en concubinage, on lui concède ce droit de faire cela, de jouir, de bénéficier des biens de son mari. Mais, je vous le dis, tel que le mari rapportait tout ce qui se passe dans son foyer au niveau de... Nagui va réagir par ça tout à l'heure, oui. Tout ce qui se passait au sein de la grande famille, Da ne va pas faire cela, il est garant de tout ce qui se passe dans la famille. Lui, il fait cela, il protège la famille. Da protège la famille. Il n'agit pas du vivant du mari, il prépare sa chicotte à la fin, c'est-à-dire au décès, au décès du mari. Tel que vous le dites, c'est le frère bien rapproché du défunt, même qui ne salue pas son grand frère, qui agit de la sorte. C'est ça. Même celui qui ne te salue pas, quand il y a décès, et surtout quand il y a des biens, voilà, il est disponible là, il se présente et commence par donner des ordres. Et je vous dis... Il y en a qui ont les larmes faciles, ils commencent déjà par pleurer. Je vous dis, Da est là pour réguler les choses, pour arbitrer honnêtement. Ce n'est pas que Da va dire, bon, écoute, nous allons diviser les biens en deux, on partage ça, une pour la grande famille, une partie pour la grande famille et une autre pour madame et autres. Non, même si la femme commet des bévues dans le foyer, tout ça là, et qu'il y a décès, on ne peut pas pousser sa cupidité jusqu'à ce point. On ne peut pas aller détruire encore l'avenir des enfants. C'est pour vous dire que c'est une pratique que nous condamnons. Ce n'est pas... Quand tu es Da, il faut être formé même. Ce n'est pas que Da. Non, ce n'est pas ça. Il faut être formé pour réguler les choses dans la famille. Ce n'est pas que Da va intervenir, s'accaparer des biens. Non, c'est pas ça. On va lire la contribution de Adam Tessoulupeye, d'accord, j'espère que je prononce très bien. Il dit: bonjour chers tous, il y a deux conditions qui se posent ici. Si la veuve est venue retrouver les biens et qu'elle a des enfants avec le défunt, elle doit garder tous les biens au profit des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, la famille doit récupérer. Deuxième condition, si le couple a construit leur vie de la pauvreté à la richesse, la famille ne doit pas se mêler. La veuve garde les biens. C'est donc la contribution de Tessoulupeye Adam. Et puis une autre contribution très rapidement qui nous vient de Diamiou Karimou Adamou. Il dit: les biens de l'homme appartiennent a priori à son et ses épouses et ses enfants. Ils sont les premiers bénéficiaires. En cas de décès de l'époux, les biens reviennent de plein droit à la femme et les enfants. Déposséder une veuve des biens de son mari me paraît un
vol ou une escroquerie ou même un pillage. Je ne trouve pas cela normal. On peut aider la femme à gérer ce que l'homme a laissé. On peut utiliser une partie pour venir en aide aux parents du défunt si entre-temps ils sont en vie. La contribution de Diamio Karimo à Damou. Nagui Balagwe, la question que je m'en vais vous faire, comment vous appréciez, n'est-ce pas, les raisons qu'on évoque pour déposséder la femme des biens de son défunt mari? Certains parlent de non-respect de la belle famille, la tricherie du vivant du mari et bien d'autres éléments. Comment vous appréciez cela? Vous savez, dans ce genre de situation, la plupart du temps, la femme elle est seule comme ça, mais le mari est accusée d'avoir tué le mari ou d'être à l'origine de la mort du mari. De toute façon, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Qui veut tuer son chien l'accuse. Quand il y a un méchant, quand le méchant décide de... ils vont toujours trouver les arguments. Parce qu'ils savent que c'est pas normal. Il faut qu'ils trouvent une justification. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Donc, ils trouveront à dire. Moi, je veux dire, ma question est... je ne sais pas quelle est cette forme de justice familiale post-mortem dans laquelle le défunt de son vivant a vécu avec sa femme. Vous n'avez pas réglé les problèmes que le couple avait du vivant du défunt. Et on réserve la chance et on attend que le gars meure pour dire, bon, ce que tu faisais avec ton mari... Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est même la famille qui a tué le mari à l'époque de sanctionner la femme? Moi, j'appelle c'est du vol. C'est de l'escroquerie. Il n'y a pas de nom. Maintenant, ce que je veux dire... Usurpation de biens d'autrui. En fait, la question de respect, c'est pas comme, on fait comme si en réalité l'héritage c'est une faveur, on concède, c'est-à-dire la manière, et c'est ça, le poids de la coutume est encore très présent dans notre manière d'appréhender la question de l'héritage. C'est-à-dire, bon, si la femme est respectueuse, on va lui laisser. Vous n'avez pas à lui laisser. Ce n'est pas à vous. Vous n'avez pas. C'est laisser à la femme. C'est pas une saveur qu'on fait. Ça lui revient de droit. Merci beaucoup, Nagui Balagwe. Si moi je connais une femme, que vous dépossédez les biens de son mari, et qu'elle a la preuve que les biens appartiennent à son mari, moi je vais. Vous consultez avocat. Si une seule épingle, vous allez faire la prison. Bonjour le plateau. Ils ne savent pas. Bonjour Nagui Balagwe. Quand ils vont prendre les choses qui ne Bonjour le plateau, c'est surtout quand la femme refuse de prendre un mari, c'est-à-dire de prendre un frère comme mari, que la famille veut toujours prendre tout. Et donc quand la femme refuse de prendre un frère comme mari, que la famille veut tout prendre. C'était juste. C'est la contribution de Madame Dessouvi qui a tenté la ligne ce matin. Madame Dessouvi qui a tenté la ligne ce matin, elle n'a pas eu, donc elle nous a écrit, elle dit bonjour au plateau. Zakiat Latundi, tu as le soutien d'un membre inébranlable du syndicat. Un dernier tour de table, le temps passe vite. Il y a bien de contributions. On sent que le sujet déchaîne des passions. Zakiat Latundi, on vous écoute. Je pense qu'il y a un élément important. Je ne sais plus si c'est Nagui qui a abordé ça. Il ne faut pas qu'on oublie que la vie et la mort sont une dualité tout à fait naturelle. Souvent, quand on pense à la mort, c'est vrai, ça effraie tout le monde, ça fait peur. Mais on doit savoir qu'à un moment ou à un autre, eh bien, l'heure sonnera, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que après nous, tout se passe bien aussi. Donc, il faut réfléchir à ça et préparer justement l'après. Parce qu'à ce moment, vous n'êtes plus là. Et chacun devrait pouvoir trouver le moyen de préparer l'après. Dans la préparation de l'après, si le mari a envie de laisser sa femme à un de ses frères, de son vivant, peut-être qu'il faut qu'il prépare ça. C'est le frère qui va le tuer. De son vivant. C'est douloureux dans la tête, c'est-à-dire tu intègres une famille et tu es d'office héritage déjà pour cette famille. C'est parce que c'est douloureux. C'est justement parce que c'est douloureux que je trouve cette façon assez ironique d'aborder le sujet. Mais il n'y a pas que ça. Mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a le testament, il y a qu'il faut se faire
conseillé également par des juristes. Il faut se sécuriser en quelque sorte. Il faut voir comment se sécuriser par rapport au DA, qui est le chef de la collectivité. Après vous, ce ne sera pas le déluge. Voilà. Je remercie les uns les autres. Je vais tout simplement nous demander d'exister comme si demain n'existait plus. De ne pas mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le testament, oui, c'est important. Mais ne mourrez pas pour aller dormir là-bas. Quand je dis ça, quand vous mourrez, et je ne sais pas comment ça se passe dans l'au-delà. Veillez sur les enfants. Ce que vous avez laissé va vraiment au profit des enfants. Et quand on a appris qu'on dit la mort ne sont pas morts. Voilà. Quand l'oncle s'approche, il meurt. Quand s'approche, il meurt. Il faut laisser ça pour les enfants. Et la famille, il y a certaines familles qui sont tout simplement méchantes. On fait jusqu'à mettre encore des trucs mystiques dans le cercueil de l'homme pour qu'arriver là-bas, qu'il ne se venge pas, etc. C'est vraiment méchant. Je connais un monsieur qui n'a pas fait de testament. C'est pas pour encourager les gens à ne pas faire le testament, mais de son vivant, quand tu es son frère et que tu viens à la maison, on te donne à manger. Et en partant, si c'est un billet de 2000 ou 2000 francs qu'il a, il te remet et te dit faut pas demain venir embêter mes enfants pour dire que donc déjà de mon vivant, ce que je peux faire, je ferai. Mais quand je ne serai plus là, j'espère que vous n'allez pas continuer à embêter ma femme et mes enfants de la même manière. Allez vous chercher quelque chose à faire. Et il te sermonne devant la femme et devant les enfants. Donc quand tu as entendu, quand devant la femme et devant les enfants, tu as dit quand je ne serai plus là, ne mets pas pied chez moi. Ça veut dire je crois que toi-même là, avant de venir, ça va retrousser les braises. Et maintenant, effectivement, la question du testament, même du testament sous sein privé, il y a une autorité morale, parce qu'en réalité, les gens, tu n'as pas beaucoup de choses, tu dois recourir à un notaire pour faire ceci, pour faire cela. Les gens se disent peut-être que c'est coûteux. Enfin, normalement, au regard de la sécurité que ça apporte, le coût, même dans ces conditions-là, on peut toujours faire le testament. Il y a une autorité morale qui est dans le quartier, identifiez quelqu'un peut-être en qui vous avez confiance, et faites-lui part, ou même dans la famille, et faites-lui part de votre volonté. Sauf que parfois, quand on conseille sa volonté par écrit sous sein privé, etc., ça ne respecte pas la loi. C'est comme par exemple un parent qui meurt qui dit je lègue ma maison là à l'enfant qui est né dans le mariage, et puis la parcelle qui est à Zinvier, bon, l'enfant qui est dehors à lui, vous lui donnez ça. Non, en fait c'est illégal. Le principe juridique, c'est l'égalité entre les enfants. Donc il y a peut-être une proportion dans laquelle ça peut être admis. Mais quand vous donnez un immeuble à Cotonou à un enfant, même quand vous faites un testament, je crois que si c'est chez le notaire, le notaire vous dira ce n'est pas faisable. Parce que ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré. Mais quand vous donnez une maison à Cotonou à un enfant, donne une passe. Ce testament va casser même si c'est fait chez le notaire. D'accord. Je vous remercie. Le testament est renouvelable, je crois bien. Est renouvelable puisque vous pouvez attribuer vos biens à un enfant qui peut vous décevoir quelques jours, quelques mois après ou bien quelques années après. Et là, vous renouvelez le testament. Même au niveau vous révisez le testament. Vous révisez. Et même au niveau de la femme aussi, vous pouvez réviser. Mais seulement que l'intrusion de la grande famille, nous sommes en train de dire ça aujourd'hui, mais ça ne peut pas, on ne peut pas mettre fin à ça. L'intrusion de la grande famille fait animer aussi la vie de la petite famille. Donc, aller ne rien faire pour aller chercher ce que l'autre a fait, c'est ça que nous condamnons. En conclusion, c'est ça. On ne peut pas aller foutre son nez ou bien mettre ses yeux dans ce que l'autre est en train de faire là-bas. Donc, ce que l'autre est en train de faire, tel que Naguib vient de dire, tu viens, je te donne de l'argent et écoute, ne reviens pas ici embêter mes enfants. Et toujours, il faut collaborer avec les enfants. D'accord. Parler avec les enfants. Il faut communiquer. Les orienter. Le temps passe vite et j'ai le signe de la régie. Je vous prends la parole comme ça un peu pour dire la dictature du temps. Le sujet passionne, même sur les réseaux sociaux. La contribution de Maître Boris Chadaré, Monsieur Yamiou Karimou Adamou, Monsieur Tessoulou Feye Adam, Issakou Abdel et puis Dr Awali Issaka. Il y a eu également Dine Kondé qui ont contribué, Madame Dossouvi
Pi aussi qui nous a envoyé un message. On va dire merci à Herman Metton, à Nandaro Agbo Glele qui nous a apporté un témoignage vraiment brûlant. Jonas Couton qui nous a appelé depuis à Kassato, c'est dans la commune d'Abomey Calavi. À Fidjrose, on a eu l'appel de Kalis Maroulawe, de monsieur Tchapa qui nous a appelé de Togoudo, toujours dans la commune d'Abomey Calavi, et monsieur Augustin Bikpon Houndé, n'est-ce pas, qui nous a appelé de Paraguay. Tout ce beau monde, nous disons merci. Zakiat Latunji, merci. Cécile Jérôme Duroquin, merci. Nagui Balagbe, merci. Merci. Allez, mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver vendredi pour partager notre vivre ensemble. On va se dire au revoir maintenant avec la revue de presse de Asiongwa Kanya Asiongwa. Allez, portez-vous bien. À toutes et à tous, bonjour. Sur la question du sommet pour un nouveau pacte financier, l'économiste du Bénin renseigne qu'initiative de l'Élysée, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tient depuis le jeudi 22 juin et prendra fin ce jour au Palais Brongniart à Paris, rencontre internationale de haut niveau qui définira les priorités d'action entre les parties prenantes les prochaines années. Patrice Talon y prend part. Après un détour à Abidjan où avec Alassane Ouattara, il a discuté des enjeux économiques, sécuritaires et de développement dans l'UEMOA et dit son souhait de voir les engagements au terme du sommet de Paris respectés et chaque partie jouer son rôle. De son côté, le matin informe que réunis en séance plénière hier au Palais des gouverneurs à Porto Novo, sur demande du gouvernement, les députés de la 9e législature, sous la direction du président Louis Vlavonou, ont adopté par 94 voix pour, 0 contre et 0 abstention en seconde lecture la loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Cette seconde lecture porte sur 13 articles qui ont révélé des insuffisances dans la mise en application de la loi votée le 7 décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Selon ce rapport, ces insuffisances sont relatives notamment à la dépénalisation du transit des déchets chimiques sur le territoire national lorsqu'il est fait conformément aux normes internationales. Pour sa part, Bénin Intelligent fait le point du déroulement de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 pour écrire qu'au total, plus de 100 différentes épreuves ont été administrées sans anicroche aux candidats répartis en 12 séries subdivisées en 5 filières. Au terme des rapports des superviseurs des centres de composition, il ressort que la session écrite de juin 2023 est une réussite totale. De l'organisation à la composition, aucun couac n'a été signalé, surtout au niveau des épreuves, que les apprenants ont d'ailleurs jugé abordables dans leur grande majorité aussi. Aucun cas de tricherie flagrante n'a-t-elle été signalé. Tout au long de la composition, la réussite du baccalauréat 2023 est à mettre à l'actif d'un trio, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Decan, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, et le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva. Un constat du quotidien Fraternité ce jour, le pouvoir d'achat s'effrite, le panier de la ménagère en souffrance. La flambée des prix de l'essence de contrebande et du transport cause des dégâts collatéraux sur le pouvoir d'achat des populations. Elle a d'abord impacté le coût du transport qui, à son tour, a agi sur les prix des produits de première nécessité. Ils connaissent en effet une hausse sur les marchés de Cotonou et environ. Alors, les prix de l'huile, du maïs et surtout du sel ont grimpé de façon vertigineuse. Ainsi, il est désormais difficile de ravitailler sa maisonnée. Les produits de première nécessité ont augmenté de prix sur les marchés. La cherté se ressent plus en périphérie de Cotonou puisque les détaillants des marchés des autres villes doivent payer le coût du transport pour s'approvisionner chez les grossistes au marché d'Antopa. L'économiste du Bénin rapporte ce jour que le lancement du projet d'appui à la formation agricole et rurale
a eu lieu le mardi 20 juin 2023 à Cotonou. Fruit du partenariat avec le Bénin, l'Agence française de développement et la coopération luxembourgeoise, ce projet postule pour la professionnalisation de l'enseignement au Bénin porté par le gouvernement. Le journal ajoute que 80 milliards sont injectés pour la formation technique et professionnelle au Bénin. Le financement du PROFAR permettra d'une part la mise en place d'un dispositif d'orientation, de formation, de suivi et d'insertion professionnelle à l'échelle des pôles de développement agricole 1 et 2, dont le modèle économique et organisationnel pourra être déployé dans d'autres territoires, et d'autre part la diversification de l'offre de formation agricole et rurale dans 12 lycées techniques agricoles. L'autonomisation du Bénin en énergie électrique se précise, souligne Fraternité, qui relate que les efforts du gouvernement s'accélèrent avec l'appui de ses partenaires. Le mercredi 21 juillet 2023, 4 nouveaux postes électriques, aéroport Fidjirosek, Bedjiromede et Vedoko, construits dans le cadre du projet distribution d'électricité du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Camp, ont été inaugurés. C'est un projet qui a nécessité un investissement de près de 170 milliards de francs CFA. Merci d'être resté à l'écoute.